Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette séance nouvelle de vidéoconférence. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Sacha Koulbert, qui est le coach principal de l'équipe de Warem, qui est aussi un ancien international, un des meilleurs joueurs de Belgique à son époque. Alors Sacha, j'ai envie de vous poser une première question, c'est de savoir comment vous vivez cette période tellement particulière du confinement. Ça doit quand même être compliqué pour un entraîneur et un ancien joueur. Oui, c'est compliqué parce que d'abord, on n'a pas pu terminer le championnat, donc ça c'est déjà assez bizarre. On s'est dit au revoir le jeudi 12 mars pour se voir le lendemain et on allait commencer les playoffs. Et puis, on a été confinés à partir de ce jour-là. Et donc, j'ai quelques contacts avec des joueurs, soit via téléphone, soit via Zoom, soit d'autres WhatsApp et autres. Mais on n'a plus de contact physique avec eux. Et ça s'effiloche quand même un petit peu et ça devient très, très long. Alors, est-ce que le paradoxe, c'est que cette période si particulière ne permet pas justement de prendre un petit peu de recul, de faire un peu le bilan de ce qui s'est passé au cours de la saison, même si elle ne s'est pas achevée, et aussi d'évaluer ou de proposer des perspectives pour la suite? Oui et non, c'est-à-dire qu'après chaque saison, évidemment, on a des réunions, que ce soit avec le comité ou avec le reste du staff pour savoir ce qui a été et ce qui n'a pas été, donc faire les conclusions de la saison. Maintenant, des conclusions de saison qui dureraient 6 mois, ça me paraît quand même un petit peu long, sauf s'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été, ce qui n'était pas tout à fait le cas à Warem. Et donc, j'ai des contacts avec mon entraîneur adjoint, pas mal de contacts d'ailleurs, parce qu'on cherche des joueurs, mais aussi pour voir ce qu'on peut améliorer pour l'année prochaine. Alors, on va peut-être revenir au début de cette interview un peu sur votre passé, votre carrière de joueur aussi, qui commence très jeune, à la fin des années 70, si je me souviens bien. Et très vite, en fait, vous allez accéder au plus haut niveau. C'était une réussite assez époustouflante et assez rapide à l'époque. Oui, il faut toujours avoir un petit peu de chance et il faut saisir sa chance, quoi. C'est-à-dire que avant 76, j'avais un peu touché la balle de volley avec mon papa qui jouait avec des amis, donc jamais en club. Mais j'avais joué en club en foot, je faisais les humanités sportives, j'étais dans l'équipe de l'école dans quasiment tous les sports. Et quand je suis rentré en humanité sportive à l'ITSEP, donc à Saint-Pierre, un prof était entraîneur de volley en troisième provincial et un autre était entraîneur d'athlétisme. Ils m'ont tous les deux demandé de rentrer dans leur club, ce que j'ai fait. Et en athlétisme, ça allait pas mal aussi. J'avais Wilfried Guérôme comme entraîneur et il aurait voulu faire de moi un décathlonien. Et bon, j'ai pas eu le temps d'y arriver parce que j'ai choisi assez vite pour le volley. Mais bon, entre la première provinciale, donc que j'avais joué la saison suivante, et la division d'honneur, j'avais jamais vu un match de division d'honneur avant d'être sur le terrain de l'équipe première de la ZUP en 78. Ah, c'était une réussite quand même assez fulgurante pour Oui, l'époque. mais bon, il y a eu des circonstances qui ont fait que. Et bon, je me suis retrouvé sur le terrain quand même un petit peu perdu parce que la différence était quand même déjà à l'époque énorme. Mais je me suis adapté relativement vite et c'est encore Jean-Pierre Brault qui est venu me chercher, donc qui est un personnage très connu dans le volleyball bruxellois et national. Et Jean-Pierre, je suis le dernier jeune que Jean-Pierre ait lancé avec l'Azur. Bah, il a terminé en tout cas sur une très très belle réussite puisque finalement vous êtes devenu international aussi. Oui, peu après non, c'est-à-dire j'ai connu un peu la galère avec la ZUP parce que la ZUP avait fait des bons résultats nationaux et puis bon, pour raisons surtout politiques, l'équipe est descendue. Je suis encore resté 1 an avec eux dans la première nationale avant de partir à XL. Et puis de là, il y a Lennik qui allait monter en division d'honneur à l'époque, donc en Ligue A, comme on l'appelle actuellement, qui est venu me chercher. Et disons que là, ma carrière a vraiment a fait un bond puisque je suis devenu directement international. J'ai gagné des titres avec Lennik, avec Torot et avec Zelik avant de devenir entraîneur. Et voilà, entraîneur. Entraîneur en 1992, c'est bien ça, Sacha? C'est bien ça, oui. J'étais champion avec Zelik. J'avais encore un contrat de pro comme joueur à Zelik. C'était le premier titre de l'équipe Maaspil Zelik qui allait faire aussi pas mal de résultats après.
Comme je sentais un petit peu que j'allais terminer sur le banc là-bas, ça ne me plaisait pas trop. Par hasard, j'avais rencontré le staff de Charleroi, les Dauphines de Charleroi, qui était une équipe tout à fait moyenne de la division d'honneur femmes à l'époque. Ils m'ont lancé un challenge. Moi, j'avais toujours dit jamais entraîneur et certainement pas de femme. Et donc, James Bond avait raison en disant on ne dit jamais, jamais. Et voilà. Et j'ai accepté le challenge. Et je dois dire que, je ne l'ai jamais regretté. Et ça a marché quand même assez vite avec les Dauphines de Charleroi aussi. Et aujourd'hui, nouveau challenge, encore. Ce ne sera pas le dernier, on est sûr, mais Warem, alors d'abord, bon accueil là-bas. Ouais. Et puis, un nouveau tandem, un T1, T2 avec Frédéric Servotte qu'on connaît bien, qu'on aime bien. Comment ça se passe, les responsabilités, le partage des responsabilités entre les deux hommes? Bien, ça se fait naturellement, en fait? Il y a un petit truc aussi assez marrant, c'est que l'année dernière, j'avais décidé d'arrêter ma carrière d'entraîneur avec Odegem. J'avais fait 8 ans à Odegem et j'avais fait un peu le tour. Et par hasard et un peu contre-cœur, il y a Vincent Perrin, le président de Warem, qui m'a appelé. On se connaissait de longue date puisque j'avais organisé le beach volley belge, notamment à Warem, qui était une étape assez extraordinaire d'ailleurs du championnat. Et il m'a demandé si je voulais entraîner leur équipe. D'abord, j'ai directement dit non, non, non. Puis il m'a demandé de quand même rencontrer des gens du comité plus lui. Et ils ont été persuasifs et donc j'ai accepté en sachant qu'on n'avait certainement pas la meilleure équipe de la division, mais surtout basée sur des jeunes joueurs belges. Et là, j'ai accepté le challenge. En plus, en ayant eu une discussion avec Frédéric Servotte justement avant de dire oui, on a décidé de faire le challenge ensemble et on l'a fait. On n'a pas beaucoup gagné cette année-ci, mais on a, je trouve, bien bossé parce qu'au fur et à mesure de la saison, l'équipe jouait de mieux en mieux, à tel point qu'on a failli créer l'exploit en éliminant quasiment à l'host de la partie des playoffs dans laquelle ils avaient droit puisqu'ils étaient premiers. Nous, on était derniers, mais on leur a rendu la tâche très, très dure. Et donc, je dois dire qu'on a reçu quand même pas mal d'éloges de nos concurrents ou des gens qui venaient de temps en temps nous voir, comme toi, Marc, en voyant quand même une différence de jeu entre le début de saison et la fin. Et je dois dire que c'est aussi surtout grâce à Fred, qui m'a beaucoup aidé d'abord parce que j'avais pris quand même de la distance avec le volleyball masculin pendant quelques temps. Et ça m'a permis de rentrer directement dans le bain. Et puis, je pense qu'on a formé un super chouette duo. On s'entend super bien et sur le terrain, et pendant les matchs, et en dehors du terrain. Donc, parfait. C'était pas facile, hein, parce que l'année dernière, il y a 2 ans, à Warem, ils avaient un autre tandem qui fonctionnait plutôt bien avec Barka Sizik qui est parti vers d'autres défis. Comment est-ce qu'on arrive là-dedans et on arrive à rentrer dans les baskets du précédent coach tout en ne faisant pas trop de vagues, mais en même temps de montrer qu'on est Sacha Kohlberg, qu'on est en ancien international, qu'on a un palmarès, qu'on a envie quand même. Comment ça se passe avec le T2? Est-ce que les lignes sont tout à fait claires? Il y en a un qui tranche et l'autre qui assiste, ou bien c'est pas aussi simple que ça? Non, non, on a beaucoup de discussions. Je ne suis pas un entraîneur qui arrive en disant moi je sais tout et le reste ne sait rien. Je donne beaucoup d'importance à mon entraîneur adjoint en général, surtout s'il est en plus compétent dans le boulot. On prend les décisions quasiment ensemble. C'est souvent moi qui les dis, c'est moi qui les annonce, mais non, on travaille vraiment, on forme un très très bon binôme. Il a été souvent question de Barça pendant mes débuts en tout cas, puisqu'en plus il sortait de la meilleure saison que Warem n'a jamais eue, avec pas mal de victoires. Et on savait bien que cette année-ci, on n'allait pas rééditer ça, pas spécialement à cause de moi et de Fred, mais surtout parce qu'il n'y avait pas le potentiel joueur nécessaire, puisque le club avait un peu changé d'avis, obligé aussi par les finances.
Alors, c'est un peu un retour aux sources, hein, finalement, puisque vous êtes vous-même sorti de la formation à l'époque pour devenir un joueur international. Et après avoir connu tous ces succès, à la fois en tant que joueur, en équipe nationale et aussi en tant que coach féminin, masculin et féminin ensuite, aujourd'hui, vous vous retrouvez comme un formateur pour des jeunes qui sont encore à l'école, en fait. Ils ont 18 ans, 19 ans. C'est vraiment un tout autre défi. Qu'est-ce que ça fait de repasser dans ce format-là, disons, et de ne plus envisager le titre, mais envisager vraiment un développement de joueurs pour l'avenir? C'est complètement différent. C'est tout à fait différent, mais j'ai connu ce changement déjà à de Game, donc mon ancien club féminin. Au début, on avait l'une ou l'autre joueuse étrangère dans le noyau. Et puis, pour même raison donc, financière et de stratégie donc, du comité, le club avait aussi opté pour des jeunes. Et on a vraiment eu là des super jeunes joueuses, hein. J'ai eu Lorena Chanchi à 16 ans, beaucoup de joueuses de 17 ans, 18 ans, avec qui on a réussi à faire des résultats. C'est plus facile, disons, de travailler avec des si jeunes au niveau féminin, parce qu'elles sont plus vite formées, il y a moins, disons, les obligations physiques des joueurs ou des joueuses. Donc là, j'étais un petit peu habitué à la chose. Et c'est aussi pour ça que j'ai accepté, puisque chez les hommes, c'est nouveau. Il n'y a pas un club belge qui travaillait avec des jeunes belges, surtout. Et donc, moi, j'ai dit, OK, je veux bien faire le challenge pour normalement terminer ma carrière d'entraîneur. C'est vrai que est-ce qu'on n'a pas un peu le sentiment que dans un sport comme le volleyball, c'est sûrement pas le seul sport en Belgique, il y a un peu un manque d'encadrement, de possibilités justement de développer des jeunes pour hausser le niveau global du volleyball pas francophone, mais belge en général, mais qui est bon en fait, puisque quand on voit deux équipes en Ligue des Champions qui se défendent quand même pas mal, on n'est pas très très loin d'arriver plus haut que ça, mais il faudrait un petit plus encore. L'équipe nationale aussi, c'est vrai qu'il y a quand même des perspectives, il y a de très bons joueurs, puisqu'on en recrute à l'étranger aussi. Mais est-ce qu'il ne manque pas quelque chose au niveau de la formation? Oui, disons il faut partager les choses, hein. Il y a le côté néerlandophone du volleyball et il y a la francophonie. Du côté néerlandophone, il y a l'école de volley de Vilvoorde qui fonctionne très très bien, qui forme des très très bons joueurs. La plupart d'ailleurs jouent en Italie, en Pologne, en Turquie et compagnie, aussi bien en garçons qu'en filles. Donc là, il y a une très très bonne école de formation. Du côté francophone, il y a une école qui est en train de se créer, enfin, qui existe depuis quelques années, mais je trouve qu'elle était vraiment sans ambition, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de contrôle de taille. Bon, en volleyball, on sait qu'au top niveau, ben, il faut avoir chez les garçons presque 2 mètres pour quasiment tous les joueurs et plus que 2 mètres pour les centraux et les passeurs quasiment au-dessus du mètre 90 d'office. Donc, ça ne sert à rien d'avoir une école de volleyball où on sait que les candidats qui sont là ben, auront 1,70 m ou 1,60 m. Quoi. Donc, je trouve que là, on a gaspillé pas mal de temps et d'argent aussi du côté francophone. Je pense, pour avoir entendu que ça va changer ou c'est en train de changer petit à petit, c'est pas évident de le faire d'un coup. Mais je trouve un peu dommage. Moi, j'ai proposé il y a, je ne sais pas, 6-7 ans à l'ancien président de la fédération, donc à M. Albert Daff, de faire un copier-coller de ce qui existe en Flandre. J'ai eu l'impression, après 3 heures d'interview, qu'il était partant pour. Et puis après, j'ai plus jamais rien entendu jusqu'à la création de cette école à Dinan. Mais bon, qui ne sortira pas un seul joueur qui va arriver en division d'honneur. Maintenant, peut-être dans les prochaines générations, s'ils changent un peu leur fusil d'épaule et si, oui, effectivement, s'ils imitent ce qui se fait en Flandre, quoi. Sacha, pour revenir sur le métier de coach, on sait que très souvent les coachs, ils ont envie d'imprégner leurs pattes dans un club, dans une équipe. C'est quoi la patte Kullberg? En essayant de résumer, en quelques mots. C'est vrai qu'un entraîneur veut mettre sa patte. Ceci n'est possible qu'à partir de, disons, 3 ans dans le même club, il y a moyen. Surtout si l'entraîneur est bien suivi par son comité, est bien soutenu par son comité. Mais, et là il y a un grand mais, c'est la question d'argent. C'est-à-dire que l'équipe dont moi je rêve
n'est pas possible sur le terrain à Warem. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'argent pour. Alors, moi, ce que moi j'aime bien dans le volleyball, c'est le côté collectif de la chose. Donc, on sait qu'on a un sport collectif par excellence. Donc, moi, j'aime bien quand, les joueurs s'entendent bien sur le terrain et en dehors. Ça, c'est super important. Et qui montrent que, bon, ils doivent bosser à fond tous les jours. Je suis assez dur pour ça aussi. Mais ils doivent surtout aussi s'amuser. J'insiste pendant toute l'année, dans tous les clubs où je passe, en disant qu'on joue au volleyball. Et dans le mot jouer, il y a le mot s'amuser aussi. Et moi, je vais à l'entraînement en m'amusant. C'est pour ça que l'année dernière, j'avais failli arrêter après Eau de Game. La dernière année, malgré des résultats encore OK, je ne m'amusais pas. Et donc là, j'avais dit OK, alors j'arrête. Ce n'est pas pour moi, je vais trouver autre chose. Et ici à Warem, malgré le fait qu'on n'ait pas beaucoup gagné, je me suis vraiment bien amusé pendant cette saison. Et donc ça, je trouve que c'est important. Et je pense aussi que quand les gens voyaient mes joueurs, ils voyaient aussi qu'il y avait une union entre eux dans la défaite ou dans la victoire, parce que quand on a gagné évidemment contre Leuven, ça a été une soirée assez mémorable. Mais aussi en prenant un set contre Mazek, en prenant 2 sets contre Alost, on voyait que les joueurs étaient quand même très fiers d'eux. Et à ce moment-là aussi, ils montraient qu'ils en voulaient plus. Donc, je trouve que là, j'ai réussi à mettre plus ou moins une patte sur un an. Est-ce qu'il faut avoir été un joueur de haut niveau pour être un entraîneur au haut niveau aujourd'hui, ou bien est-ce qu'on peut être un bon technicien du volleyball? C'est quoi ton avis là-dessus? Moi, je trouve qu'il faut avoir connu le terrain. C'est plus facile au niveau de la compréhension des joueurs. En plus, moi, j'étais un joueur qui participait à la vie de mon équipe. Donc, sur le terrain, je parvenais à animer les joueurs, que ce soit Ayo Battens à ses débuts, je parvenais à le faire jouer mieux pendant le match en lui parlant beaucoup. Donc, je connaissais très, très bien le mécanisme de chacun des joueurs en particulier, parce qu'il y en a sur qui il fallait crier, d'autres, il fallait être plus doux. Et comme entraîneur, c'est la même chose. Maintenant, il y a des grands techniciens de volleyball qui n'ont pas joué au plus haut niveau, qui peuvent très bien amener une technique, qui peuvent très bien amener un plan de jeu, mais qui auront peut-être très difficile de le faire passer parce qu'ils n'auront pas cette psychologie d'un joueur de volleyball. Donc, je pense qu'avoir les deux, c'est idéal dans une équipe, d'avoir vraiment un grand technicien. C'est aussi pour ça que donc les 3 dernières années à Haut de Game, j'ai travaillé avec Julien Van de Wever, qui est un super entraîneur de jeunes et aussi super technicien. Et maintenant, je travaille avec Fred, qui est aussi très, très bon en technique. Et donc, l'entraînement que Fred donne le mercredi, c'est surtout basé sur la technique. Et les entraînements que moi je donne, c'est plutôt sur la composition de l'équipe en elle-même, donc beaucoup plus d'automatisme entre les joueurs. Et ça, c'est complémentaire. C'est quelque chose, disons, pur techniquement, c'est quelque chose dans lequel je suis probablement moins bon qu'un autre, enfin qu'un autre du même niveau. Mais au niveau de la psychologie des joueurs, peut-être les titiller pour qu'ils donnent mieux, peut-être que là, je suis un peu plus fort. Alors, vous avez connu aussi les deux aspects. C'est relativement rare, je pense, dans tous les sports d'ailleurs, d'à la fois être un grand entraîneur féminin et un grand entraîneur masculin. Est-ce qu'il y a vraiment des grosses différences entre les deux? Est-ce qu'il faut s'adapter en tant que coach et en tant qu'entraîneur? Bon, il y a d'abord la différence du jeu. Bon, chez les hommes, c'est plus haut, plus fort, plus vite. Donc, cet aspect-là, on ne sait pas le changer. Bon, le volleyball féminin évolue aussi, mais toujours un petit peu derrière le volleyball masculin. Maintenant, pour avoir entraîné des équipes de top niveau chez les hommes et chez les femmes, donc par exemple, j'ai entraîné Asselenic chez les garçons et Charleroi avec qui on a gagné des titres, ou bien Eau de Game ou Herentals avec qui j'ai été champion aussi chez les femmes. La composition de l'équipe au niveau psychologique, c'est la même chose. Il y a des pleureuses comme il y a des pleureurs. Il y a des leaders où il n'y en a pas, ça dépend. Il y a des suiveurs, il y en a qui vont toujours aller parler derrière le dos, il y en a qui ne sont pas contents parce qu'ils ne jouent pas assez ou bien, et qui osent le dire et d'autres qui n'osent pas le dire. Donc je dirais que de ce côté-là, on m'a souvent évidemment posé cette question. Je ne vois pas de différence. Au niveau de l'entraînement, je dirais que les garçons et les filles
du top niveau, encore une fois. Je ne parle pas de provincial et compagnie, parce que là, je pense qu'au niveau féminin, ça doit être abominable de coacher là-bas. Ça travaille très dur. Les filles se posent moins de questions que les garçons, peut-être. Un mec va très vite dire mais pourquoi tu fais ça? Tandis qu'une fille, beaucoup moins. Et au niveau du coaching, je trouve que la plus grosse différence est que les garçons gagnent seuls, les filles gagnent avec leur entraîneur, et les filles perdent seules, et les garçons perdent à cause de l'entraîneur. Ça, c'est quelque chose qui se ressent très, très fort. Disons, si on entraîne à haut niveau, là, il y a quand même une différence. C'est plus gai de gagner un titre avec des filles qu'avec des garçons. Un gars comme Vital Heinen aujourd'hui, Ouais. je ne sais pas si vous êtes resté en contact, mais j'imagine qu'il doit y avoir de l'admiration pour ce qu'il réalise. Et puis deux, si vous êtes en contact, est-ce que vous échangez des recettes pour autant que ça puisse exister? Qu'est-ce qui fait sa force aujourd'hui? Ben, c'est un énorme psychologue, quoi. C'est un type qui a vraiment bossé la chose. Disons que quand on se voit, on se respecte, point. Je ne l'aimais pas quand il a commencé comme joueur, et moi j'étais un petit peu sur la fin de ma carrière. Je trouvais qu'il était assez arrogant et il s'écoutait parler. Donc, la plupart des joueurs de volleyball, quand il y avait une interview avec Vital Heinen à la radio ou à la TV, on changeait de poste parce que c'était abominable. Maintenant, il est devenu entraîneur. Il a fort, fort, fort changé. Je suis plein d'admiration pour ce qu'il fait. J'ai été voir 2 cliniques qu'il a données aussi, parce que bon, ça j'aime bien aussi avoir d'autres avis. Et c'est surtout basé sur la psychologie, sur ouais, la formation de son équipe aussi, et comment il parle avec les joueurs, comment il les amène au plus haut niveau, en plus de ce qu'il fait techniquement et tactiquement, évidemment. Hein. Et disons que là, il est vraiment devenu une sommité de ce côté-là. Alors, on peut peut-être revenir un peu sur l'actualité, parce que cet après-midi, il y a quand même une décision du Conseil national de sécurité qui vous concerne directement, puisqu'on autorise à nouveau les entraînements en extérieur et en groupe. Pour le volleyball, on pourrait se dire ça ne vous concerne pas puisqu'on joue en salle. Non, on peut jouer évidemment au volleyball à l'extérieur. Et vous avez été vous-même aussi, si je me souviens bien, un très, très bon, un grand joueur de beach volley à une époque. Donc, est-ce que ça veut dire que maintenant le beach va pouvoir repartir et que ça peut servir votre équipe dans sa préparation et dans son entraînement? Oui, d'ailleurs, directement après le discours de la Première ministre, la Fédération flamande a directement fait un hurrah en envoyant sur Facebook et en envoyant des mails en disant OK, on peut reprendre des activités. Il faut savoir qu'avant le beach volley, à cette période-ci, on jouait beaucoup sur gazon. Il y avait plein de tournois, des énormes tournois de masse sur gazon. Maintenant, on peut s'entraîner sur gazon aussi sans problème. Et il est bien évident que moi, je vais essayer de pousser mes joueurs à essayer de s'entraîner, en tout cas au beach, puisque là, ils peuvent le faire à peu de personnes sans trop se déplacer, puisque maintenant, il y a des terrains de beach quand même accessibles un peu partout. J'ai déjà reçu d'ailleurs des appels aujourd'hui parce que comme je suis un ancien organisateur aussi de tournois de beach, j'ai pas mal de filets et de sets complets de beach volley. Il y a déjà des gens qui veulent soit de me les louer, soit de les avoir en prêt. Donc ça va bouger de ce côté-là. Ça, c'est quelque chose de très positif. Maintenant, au niveau de Warren, ça me paraît plus compliqué. Pourquoi? Parce que les joueurs leur contrat est fini. Ils ont même été finis un petit peu plus tôt que prévu. Donc, les réunir, je vais essayer. Je ne suis pas sûr que ça marche, ou en tout cas pas avec un grand groupe. Les réunir ne fût-ce que pour se voir une fois et leur donner éventuellement des exercices à faire. Pour l'instant, on a un entraînement semaine via Zoom avec l'entraîneur physique du club. Et le reste, on compte un petit peu sur eux pour garder leur corps d'athlète. Le fait que les joueurs vont jouer au beach, et j'espère qu'il y en a beaucoup qui vont jouer au beach, ça améliore énormément le volleyball parce que les déplacements sont très bons. Au niveau des chevilles, c'est très très bon aussi musculairement. Il y a l'appréciation du ballon aussi. Au niveau de la défense, même pour les grands plus maladroits que sont les centraux, par exemple, c'est très très important de jouer un petit peu au beach pour la technique personnelle et évidemment pour l'effort physique qui ressemble à celui de la salle. Donc voilà, donc je trouve que c'était important, même si on peut être déçu qu'on n'a pas encore reçu l'autorisation, même à terme, de dire, OK, je ne sais pas moi, 1er juin ou 15 juin ou 1er juillet, on va se réentraîner en salle.
Pardon. Je pense que on va reprendre les entraînements tout à fait normalement. Donc, en espérant qu'il n'y ait pas une marche arrière naturellement. Normalement, on prend les entraînements entre le 10 et le 15 août et le championnat reprend en principe début octobre. Je pense, sauf catastrophe, j'espère surtout, qu'on pourra reprendre dans des conditions normales, probablement au début sans public. Voilà, je crois qu'on est arrivé au terme de ce format, mais merci beaucoup, Sacha Koulberg. C'était vraiment très, très intéressant. Je pense si on ne connaît pas le volleyball, je pense que grâce à vous, on a appris pas mal de choses aujourd'hui sur ce milieu qui est à découvrir, qui est éminemment sympathique. C'est un sport qu'on adore tous, hein, Marc, vous, moi, bien sûr, mais qu'on aimerait rendre effectivement plus populaire. Et on a bien entendu votre message sur le fait que ça demande plus de médiatisation. Et on va essayer de continuer. Il y a un truc que moi j'aimerais bien demander. À l'époque, j'ai voulu lancer ça avec la RTBF quand j'étais chez les Dauphines de Charleroi. Le volleyball est quand même relativement peu connu. Disons, les règles, la technique et les règles sont peu connues. Donc, ce serait intéressant de faire, mais je ne sais pas si chez vous il y a les moyens de le faire, c'est de faire des tout petits spots d'explication d'une manchette, d'une passe, d'un smash, d'un bloc, d'un service sauté, d'un service pas sauté, d'une défense, etc. Mais aussi de quelques règles d'arbitrage. Et pendant des retransmissions comme vous les faites, de lancer ça dedans, de façon à avoir un côté pédagogique, entre guillemets, mais qui pourrait rendre le sport plus compréhensible pour tout le monde. On me demande encore maintenant pourquoi il y a un joueur qui joue dans une autre couleur. Donc moi, je dis toujours, les gens qui osent encore demander ça, je leur dis que le club n'a pas assez d'argent que pour payer des équipements à tous les joueurs les mêmes. Après, il faut donner une explication correcte à la chose. Mais disons que je pense que ça peut être quelque chose de très, très intéressant. Avec grand plaisir parce que c'est effectivement une idée qu'on peut avoir et qu'on va essayer de mettre en place. C'est une excellente idée. Je vous souhaite une très, très bonne continuation avec vos joueurs de Warem en espérant que ce championnat puisse repartir et que vous allez pouvoir continuer à les former, à les développer dans un proche avenir. Merci beaucoup. Okay. Merci à vous. Merci. Merci. Salut. Ciao.